euh, dans l'organisation de ce webinaire du midi intitulé Le juge, l'amiable et l'état de droit à l'ère du numérique, partage d'expériences européennes, sous l'égide du Réseau européen de formation judiciaire. À cet égard, je voudrais remercier Daniel Grohr, gestionnaire de projet du Réseau européen de formation judiciaire, pour son précieux soutien. Pour mener cette réflexion, nous accueillerons quatre orateurs, experts de la médiation et provenant de trois États, non, pardon, cinq orateurs, experts de la médiation et provenant de trois États européens, à savoir la France, la Suisse et la Belgique. Ceux-ci s'exprimeront sur cinq questions précises. Mais avant de nous faire part de leur point de vue, nous les inviterons, ou du moins un représentant par État sera invité à nous indiquer sous quelle forme l'Office amiable du juge se développe aujourd'hui dans son pays. Chaque orateur disposera de 2 minutes pour traiter ce thème global, ainsi que d'une douzaine de minutes pour traiter les thématiques ou de la thématique spécifique qu'ils ont choisie. Voilà, je vous propose de commencer dès maintenant avec la première oratrice, Madame Frédérique Bütikofer de la Suisse. Elle est présidente du tribunal de la Gruyère et juge suppléante à la Cour d'appel du tribunal pénal fédéral. Elle s'exprimera sur la thématique particulière suivante: le renforcement du rôle du juge dans la recherche d'une solution amiable est-il compatible avec la numérisation de la justice? Au préalable, donc, elle nous fera part des formes que l'Office amiable du juge, sous quelle forme l'Office amiable du juge se développe aujourd'hui en Suisse. Madame Bütikofer, je vous cède la parole. Merci. Votre micro est fermé. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, parfaitement. excusez-moi, c'est toujours problème informatique. Je vous remercie beaucoup, Madame Borsi. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je vais répondre à la question, donc, sous quelle forme l'Office amiable du juge se développe-t-il en Suisse? Il y a deux formes, mais tout d'abord, il s'y a de préciser qu'en Suisse, il y a deux codes, un code de procédure civile, un code de procédure pénale suisse, qui règle les procédures pour toute la Suisse. Et dans ces deux codes, le seul, je dirais, la seule forme d'office amiable qui est prévue, c'est la conciliation, qui peut être menée par tant le juge civil que le juge pénal. Le législateur fédéral suisse n'a pas prévu dans ces deux codes l'autre office amiable du juge qui existe en Suisse, qui est la médiation. Et ça, c'est propre finalement à chaque canton suisse de la développer ou non. Et là, il y a de grandes différences entre les différents cantons. Je tiens encore à préciser qu'en procédure pénale, en droit pénal, il faut distinguer en Suisse entre le droit pénal applicable aux mineurs et le droit pénal applicable aux adultes. Et dans le droit pénal applicable aux mineurs, dans la législation qui est également fédérale, donc applicable à tous les cantons suisses, la médiation pénale pour les mineurs est prévue et donc appliquée dans tous les cantons suisses. Donc, peu de cantons en Suisse étant juge pénal, je peux vous dire que peu de cantons en Suisse ont développé la médiation pénale pour adultes. C'est le cas dans le canton de Fribourg où j'exerce mon activité professionnelle. C'est également le cas dans les cantons de Genève, par exemple de Zurich, donc dans les plus grands cantons, je dirais. D'autres cantons ne connaissent pas du tout le système, ou pas encore, je dirais, le système de médiation pénale pour adultes. La médiation civile est en revanche beaucoup plus développée en Suisse et quasiment dans tous les cantons suisses. Le système de médiation au niveau civil peut être proposé par le juge civil dans le cadre de conflits familiaux, mais également dans toute autre forme de conflit. Dans le cadre des conflits au niveau pénal, donc là, le juge aurait la possibilité, notamment dans le canton de Fribourg, dans le canton dans lequel je viens,
d'imposer aux parties de se soumettre à une médiation pénale. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit la solution adéquate d'imposer. Il faut mieux que les parties soient partie prenante dès le départ à une médiation pour que celle-ci ait une chance d'aboutir. Voilà, je ne sais pas si j'ai passé mes 2 minutes. Quant à la question à laquelle je dois répondre, à savoir le renforcement du rôle du juge dans la recherche d'une solution amiable est-il compatible avec la numérisation de la justice? Alors, je vais également parler uniquement de mon expérience en Suisse. En Suisse, le renforcement, disons, on va dire que la numérisation de la justice est en cours, qu'il y a un projet qui s'appelle Justitia 4.0 qui vise à instaurer une plateforme numérique centralisée pour les échanges judiciaires. Justitia 4.0 est en phase de mise en œuvre progressive. Le législateur fédéral, parce qu'en Suisse, on a toujours la problématique, hein, c'est un système fédéral, donc on a des lois fédérales et ensuite des lois ou des ordonnances cantonales, donc où chaque canton doit mettre en œuvre de son côté. La loi fédérale sur la communication électronique a été adoptée à fin 2024. Initialement, il était prévu que cette plateforme Justitia.suisse ou Justitia 4.0 soit opérationnelle en 2026. Je pense que ça ne sera pas encore le cas et possible en 2026, mais ça va se faire progressivement, chaque canton travaillant de son côté pour la mise en œuvre donc, de la digitalisation de la justice. Cette digitalisation aura donc, je dirais, comme objectif de remplacer le dossier papier par un dossier électronique et les avocats, les tribunaux et toute forme d'autorité auront l'obligation de passer par cette plateforme justitia.suisse pour déposer déposer les documents, les mémoires, etc. Est-ce que cette digitalisation de la justice est compatible avec le rôle du juge, et notamment dans la recherche de solutions amiables d'éventuels conflits? Alors, j'y vois des points positifs et des points ou des limites ou des points négatifs ou des limites. Les points que je qualifierais de positifs, c'est qu'effectivement, le juge pourra peut-être plus facilement orienter les parties vers la médiation ou la conciliation via des outils numériques sécurisés, sans contrainte de problèmes géographiques, j'ai envie de dire, notamment si des parties sont situées pas forcément tout en Suisse, etc. Actuellement, en Suisse, et en tout cas pour le canton de Fribourg, il y a déjà des sites Internet qui expliquent les procédures, qui expliquent également les possibilités de conciliation, de médiation. Et le constat que personnellement, en tout cas, je peux faire aujourd'hui, c'est que les justiciables, bien qu'ils aient ces outils d'information à disposition sur des sites Internet, ne les consultent pas forcément et cherchent finalement à trouver une solution à leur conflit en passant par encore, en tout cas, j'ai envie de dire, le papier et l'appel au juge. Après, effectivement, avoir une plateforme, une digitalisation de la justice, cette plateforme qui est envisagée en Suisse devrait pouvoir fluidifier. Ça reste du futur, donc je suis obligée de parler au conditionnel, mais le but en soi recherché, ce serait de fluidifier les échanges et de potentiellement permettre aux juges, donc, par rapport à la question qui m'est posée, je peux imaginer de détecter peut-être un peu plus facilement les dossiers propices à une médiation. Toute la question, ce sera de savoir, est-ce qu'on fera appel à une forme d'intelligence artificielle pour détecter ces dossiers ou est-ce que ce sera toujours le juge qui devra prendre connaissance du dossier et se dire oui, ce dossier est
propice à un règlement amiable. Donc, pour la Suisse, je dirais une médiation, une conciliation se fait de toute façon plus ou moins d'office par le juge. Si c'est au juge de prendre connaissance du dossier, de déterminer cela, la digitalisation ne va pas forcément, je ne vois pas en quoi la digitalisation facilitera l'activité du juge, si ce n'est peut-être effectivement de fluidifier un peu les échanges et de permettre d'échanger alors que peut-être des parties se trouvent à l'étranger. Par rapport à cette digitalisation de la justice, moi, je vois quand même des limites, ou voire des défis pour les juges. Les limites, c'est que pour moi, la médiation repose sur l'écoute et la confiance, et le numérique pourrait réduire finalement la proximité relationnelle entre le médiateur, voire même entre le juge et les parties. Donc, j'y vois un peu une atteinte à la dimension humaine que la justice a et pour moi doit conserver, et une même atteinte par rapport à un processus, dans le cadre d'un processus de médiation. Si je prends la matière qui est la mienne, à savoir en matière pénale, la recherche d'un accord implique souvent la présence des victimes, et je pense qu'un contact quand même relativement direct, tout en respectant évidemment le processus de médiation et les règles qui l'entourent, un contact est quand même important pour restaurer la confiance et éviter un peu une justice expéditive, ou que j'ai envie de dire presque un peu trop froide. L'autre limite que j'y vois, c'est un peu ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire que certains justiciables pourraient ne pas avoir accès à, à des outils numériques, ou notamment les particuliers qui ne seraient pas représentés par des avocats, et ici donc d'avoir une difficulté d'accéder à la justice, et donc d'accéder après finalement au mode amiable que celle-ci peut offrir, à savoir la conciliation par le juge ou la médiation par des médiateurs, notamment pour le canton de Fribourg, des médiateurs qui sont assermentés. Ensuite, l'autre risque, évidemment, mais ça c'est pour tout ce qui touche le domaine, j'ai envie de dire informatique, digitalisation, numérisation, c'est de devoir garantir la protection des données, garantir également, si on fait des audiences par visioconférence, garantir que celles-ci ne soient pas accessibles à des tierces personnes, donc ce qui suppose effectivement des dispositifs techniques robustes, notamment contre tout risque de hacking finalement. Et puis le dernier défi ou dernière limite pour moi en tant que juge, j'ai envie de dire, c'est de devoir maîtriser non seulement les procédures, donc ça c'est mon domaine, c'est ma formation, donc maîtriser la procédure, mais également devoir maîtriser les outils numériques, ce qui peut également alourdir un peu la responsabilité et le stress chez des juges qui ne seraient pas formés ou à l'aise, j'ai envie de dire, avec les outils numériques. Voilà. Donc, en conclusion, j'aurais envie de dire par rapport aux deux aspects abordés, en Suisse, nous avons deux offices amiables possibles, en tout cas un pour toute la Suisse, qui est la conciliation, qui est menée tant par le juge civil que par le juge pénal. Le deuxième mode amiable est la médiation, qui est développée alors pour toute la Suisse dans le domaine de la justice pénale des mineurs. En revanche, qui connaît un peu des différences cantonales, donc pour la justice civile et la justice pénale relative aux adultes. Quant à la numérisation de la justice en Suisse, donc elle se fait, j'ai presque envie de dire à la vitesse de la Suisse, puisqu'on a un peu une réputation d'être lent.
et par la mise en place d'une plateforme qui s'appellera justitia.suisse, qui pourra certes renforcer la capacité du juge à promouvoir des solutions amiables en offrant des outils modernes, mais des outils qui devront être sécurisés, robustes face à d'éventuelles attaques extérieures. Toutefois, c'est vrai qu'au nom de cette sacro-sainte volonté de vouloir accélérer le processus de la justice par la digitalisation, moi j'y vois un risque, c'est de déshumaniser la justice, de déshumaniser ces modes amiables à disposition de la justice. Et c'est quelque chose que, si cela devait se produire, que je regretterais fortement parce que pour moi, tout processus amiable et particulièrement le processus de médiation doit permettre à l'humain de rester au centre du processus. Et donc, parfois, je pense qu'on doit aussi ralentir un peu le processus judiciaire pour permettre aux parties de trouver une solution amiable à leur conflit. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis très curieuse d'entendre d'éventuelles rédactions ou compléments à mon intervention. Merci beaucoup, chers collègues. Merci d'avoir respecté la ponctualité légendaire de votre pays. Les questions, remarques, suggestions peuvent être posées soit dans le chat, comme c'est déjà le cas un petit peu, pardon, maintenant, soit verbalement à la fin de toutes les interventions. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre collègue, mon ami Malik Chapuis, juge au tribunal judiciaire de Paris, qui va lui aussi, en 2 minutes, nous expliquer ce qui se passe outre-Quiévrain et en 12 minutes, euh, traitera de l'un ou plusieurs des thèmes suivants. Le renforcement de l'office amiable du juge poursuit-il un objectif d'humanité ou un objectif d'efficacité de la justice? Deuxième thème, le développement de la justice amiable peut-il renforcer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire et dans l'état de droit? Et enfin, à quelles conditions la justice amiable sera-t-elle en mesure d'assurer la protection des droits fondamentaux et notamment de garantir le respect de, il manque un mot, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne équivalente à la justice contentieuse? Mon cher collègue, cher Malik, tu as la parole. Merci beaucoup, cher Avi. Bonjour à tous, chers collègues. Est-ce que vous m'entendez convenablement? Oui, merveilleux. Alors, je suis très heureux d'intervenir devant vous dans ce cadre européen et francophone avec l'association GEM dont je fais partie ainsi que vous et qui œuvre beaucoup pour ces modes amiables. Je vais vous parler de l'expérience française brièvement puisque c'est le jeu de cette intervention, quoique mon collègue Jean-Christophe Gaillet interviendra également pour dire ce que l'on fait au tribunal. Et ensuite, je vais axer mon propos en 2 temps essentiellement. Le premier qui traitera des 2 thèmes que vous avez évoqués, cher Avi, sur la confiance et l'efficacité d'une part, et d'autre part l'humanité hein, du juge, et tout ça est finalement assez complémentaire. Ce sera beaucoup pratique en réalité. Et la deuxième sera un peu plus juridique sur ces questions des droits fondamentaux, parce que je trouve que c'est quand même intéressant, ça cadre bien les choses que d'évoquer le pur droit, comme disent certaines cours suprêmes. Un mot d'abord pour lier cette intervention à celle de ma collègue précédente à 2 titres. La première, enfin, le premier titre, c'est parce que, quoique je vous parle depuis Paris, il se trouve que je suis né et j'ai grandi en Savoie, donc pas très loin de la Suisse. Donc voilà, un petit coucou des Alpes, disons les choses comme ça. Et par ailleurs, je trouve qu'elle a à peu près tout dit quand elle explique que ce n'est pas adéquat d'imposer l'amiable, parce qu'il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'on va faire que les gens s'entendent, alors même qu'on les forcerait à quelque chose. Et ça, quand vous parlez avec les médiateurs en particulier, vous savez tout de suite qu'ils ne pensent pas forcément du bien des mesures un peu trop dynamiques. Et pourtant, en France,
C'est cela qui a provoqué, en tout cas fait éclore, développé, rendu miraculeux, enfin prenez l'image que vous voulez, ces modes amiables tels qu'ils ont été pourtant développés depuis assez longtemps dans notre droit. Pour résumer, un chiffre et des lois. Le chiffre est le suivant, il n'est pas français, il est canadien, québécois même plus précisément, puisque 90% des procédures à la suite de conférences de règlement amiable en Canada aboutissent à un accord des parties. Ce qui est un chiffre absolument impressionnant, peut-être un peu même exorbitant quand on regarde notre tradition juridique à nous, mais qui doit nous inspirer, parce que même si on n'a pas les spécificités culturelles et procédurales, le coût aussi de la justice canadienne, on peut quand même se dire qu'on peut faire mieux que les 1 à 2% qu'on faisait il y a quelques années en France. Donc voilà pour le chiffre. L'idée, c'est pas d'atteindre les 90, mais c'est d'essayer de s'approcher de ce que nous, on devrait faire, quelque chose entre les deux. Les lois. Je m'excuse, j'ai un petit. Alors, les lois de l'amiable en France, hein, la première grande loi est de 1978 sur le statut des conciliateurs de justice. Hein, l'idée que le juge puisse concilier lui-même est ancienne, mais qu'un professionnel puisse l'assister date finalement d'il y a bientôt 40 ans, hein, même un peu plus. La grande loi sur la médiation date de 1995 et pourtant, alors même que ces lois sont anciennes, elles n'ont pas abouti à un développement significatif. Le vrai développement, il est venu en 2019 avec une loi de programmation sur la justice qui a permis aux juges d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, non pas pour que ce médiateur réalise une médiation, mais pour simplement qu'il leur présente ce que c'est que la médiation et ainsi les convaincre ou non de lui faire confiance, c'est un thème que je traiterai dans un instant, pour mener à bien ces discussions et le rapprochement de leur point de vue respectif. Et ça a fait complètement décoller, si j'ose dire, à la fois les chiffres, la pratique. C'est quasiment un petit miracle, hein, je pèse le mot parce que euh, avant, si vous voulez, cette loi organique, à la fois les collègues n'osaient pas trop, alors qu'ils pouvaient inciter, il y a des collègues pionniers, hein, ne serait-ce que mon collègue Fabrice Vert, qui est très actif dans GEM d'ailleurs, mes collègues Béatrice Brunner, voilà, qui ont vraiment, alors que les textes procéduraux ne permettaient pas forcément de faire des injonctions, incitaient beaucoup, ils faisaient venir des médiateurs à l'audience pour expliquer, voilà, ils ont vraiment été pionniers dans ce domaine, mais c'était finalement des happy few qui pouvaient, pardonnez cet anglicisme, bénéficier de ces modes amiables. Avec cette loi organique et la possibilité de cette injonction, les avocats ont commencé à s'investir dans ces modes amiables, les magistrats ont commencé à les prescrire et c'est ainsi que tout cela s'est développé. Pour vous donner maintenant, en parlant des thèmes qui m'étaient proposés, d'efficacité et d'humanité. Bon, l'efficacité, je vais donner des chiffres, hein, c'est encore ce qu'il y a de plus parlant. Sur le cabinet que j'avais quand j'étais l'an dernier à la Chambre de la propriété intellectuelle, il y avait, j'ai réussi en 2 ans hein, à réduire pour les dossiers anciens le nombre hein, de 29%, c'est-à-dire que sur 100 dossiers, il y en avait 29 qui étaient sortis grâce à un accord en médiation ou un désistement suite à accord. Alors, je dis en médiation, en réalité, ce n'est pas tout à fait exact, c'est à la suite d'une injonction. Parce que bien souvent, ce qui se passait, c'est que les gens ayant cet espace de discussion, incités par le juge à s'y investir, faisaient tout simplement confiance à leurs avocats qui déjà, c'est dans leur règlement intérieur national, avaient proposé ces modes amiables et on avait donc des accords sans que le médiateur n'intervienne aucunement puisque les avocats d'eux-mêmes, soudain investis de la confiance du tribunal, confiance qui était transmise à leurs clients en leur disant voilà, même le juge veut que vous alliez à l'accord, eh bien, ça fonctionnait très bien. Et pour les dossiers nouveaux, je suis allé jusqu'à même 42%. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les chiffres de 90% comme les Canadiens, mais on peut faire quelque chose d'un petit peu mieux que ce qu'on faisait avant. Alors, l'humanité maintenant, parce qu'il ne suffit pas de traiter, il ne faut jamais le faire bien sûr, mais là-dessus je sais que vous êtes tous déjà convaincus, on ne peut pas traiter les dossiers voilà, comme des numéros. Et là, je pense que en réalité, il n'y a vraiment aucun conseil particulier à vous donner, puisque on rejoint simplement nos obligations déontologiques de juge. Obligations qui
pour l'essentiel, consiste à prendre connaissance du dossier. Notre collègue l'avait évoqué avant, être bien sûr de ce dont on parle pour identifier la matière et s'assurer que, au cas particulier qui nous est soumis, il n'y a rien qui s'oppose à un mode amiable et qu'à l'inverse, certains motifs amènent à vouloir investir ces modes amiables. Bon, pour aller vite, il y a eu des travaux d'ailleurs vous savez bien, à l'UIPO, ont été beaucoup développés, des motifs d'entrée ou de ne pas entrer en médiation. Pour moi, ils se résument essentiellement à deux situations. La première, c'est une situation de violence. Alors, en matière économique, elle peut exister assez rarement, mais bon, elle peut quand même être présente. En matière familiale ou disons dans les contentieux civils en général, là, on peut arriver à quelque chose d'un petit peu plus fréquent. Et donc là, il faut être très vigilant, parce qu'évidemment, si je sais pas, pour un cas qui est d'actualité, malheureusement, mais quand vous avez voilà, des violences intrafamiliales, si vous envoyez les parties devant un médiateur, finalement, vous pouvez entretenir une dynamique qui est précisément celle que la loi vous demandait d'empêcher. Donc voilà, une première situation. La deuxième situation étant la mauvaise foi d'une partie, parce que ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui va être buté sur ses positions, qui n'avancera jamais, et d'envoyer en médiation pour ça. Bien sûr, il faut que, en tant que juge, soyez capable d'identifier cela. Mais alors le problème, c'est que ça va prendre un certain temps. Et donc, la question se pose de savoir comment est-ce qu'on préserve l'humanité de notre office quand on a, par exemple, à ordonner des mesures amiables alors même que l'on n'est pas face aux parties, face aux avocats, que l'on fait les choses par ordinateur, par message interposé. Eh bien là, la solution me semble être celle d'investir pleinement le dialogue contradictoire. C'est-à-dire que ces mesures amiables en France, je ne l'ai pas dit, c'est un point de procédure, sont des mesures d'administration judiciaire, ce qui est un oxymore. On ne fait pas d'administration et du judiciaire, ce sont deux choses différentes. Et donc on fait ce qu'on veut et on est, pour le dire clairement, hein, sujet à aucun recours sur ces injonctions de rencontrer médiateur. La manière de faire en sorte que les gens aient confiance dans cet instrument et surtout que les avocats, parce qu'il y a une seule chose qu'il faut retenir de quelques mots que je vous dis là un petit peu rapidement, c'est que tout passe par l'avocat. Si l'avocat n'y croit pas, ça ne se fera jamais. Hein. Il y aura des réunions, il y aura beaucoup de choses, mais à la fin, il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas vraiment de dynamique. Donc si on veut que les gens et l'avocat y croient, il faut que nous, on soit capable d'entendre ce qu'ils ont à dire, de dire, 1, j'ai vu mon dossier, 2, je le connais, 3, je vous écoute. Et une fois que j'ai écouté tout ça, ou alors simplement lu les messages après avoir demandé des observations, eh bien, je décide en conscience et en juge, c'est-à-dire en ayant écouté chacun. Il me reste quelques instants et je vais aller très très vite en citant essentiellement quelques jurisprudences. Je suis un peu pipelette sur ces sujets, donc vraiment n'hésitez pas à me couper, je le prendrai pas mal du tout. Bon, sur le recours effectif et le droit au procès équitable. Il y a un sujet d'actualité qui est bien connu d'ailleurs par nos collègues italiens, qui est celui de l'obligation préalable d'entrer en médiation. Pour aller très vite à ce sujet, la Cour de justice de l'Union européenne, dans plusieurs arrêts, je vous donne simplement le numéro de pourvoi C667-18 et un arrêt Menini C75-16, indique que la directive de 2008-52 ne s'oppose pas en principe à une réglementation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire même le soumettant à des sanctions ou des incitations. Donc finalement, il n'y a pas vraiment d'obstacle à la médiation obligatoire. L'arrêt Momcilovic de la CEDH, vous disait à peu près la même chose quelques années avant, et tout ça d'ailleurs, puisque l'on parle du droit de l'Union européenne, n'est finalement que la transcription de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui vous explique bien que dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, les colégislateurs développent les modes alternatifs de règlement des différends lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Donc finalement, on a des normes de même niveau qui s'y s'opposent. Alors bien sûr, il faut être vigilant sur le fait que lorsque l'on a des mesures obligatoires ou des incitations fortes, y compris comme c'est le cas en France maintenant, même si c'est appliqué avec prudence, des amendes civiles au cas où on ne va pas devant le médiateur que le juge vous a enjoint de rencontrer, eh bien, est-ce que là, on a empêché l'accès au tribunal? Eh bien, en une phrase, et j'en aurai terminé, si vous faites ce que je vous présentais à l'instant, c'est-à-dire un débat contradictoire, moi je ne vois aucune atteinte, puisqu'au contraire, les gens veulent voir le juge. Ils l'ont vu, le juge a décidé d'une mesure amiable après avoir regardé leur dossier. Je ne vois là au contraire que la mise en œuvre
du principe du recours effectif qui n'aboutit pas nécessairement à une décision de justice, mais peut aussi être réglé par la transaction pourvu que le juge ait investi son office. Voilà, j'ai dépassé, je crois, de quelques secondes, mais je m'en arrête là et je vous remercie beaucoup pour votre attention, chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur Chapuis, pour ces informations très éclairantes. Je rappelle donc à tous nos participants qu'ils peuvent poser des questions dans le chat, mais nous prévoirons également, après toutes les interventions, une séance de questions-réponses. Voilà, nous avons déjà quelques questions dans le chat, mais donc nous consacrerons plusieurs minutes donc, après les différentes interventions. Alors, le prochain orateur nous vient également de France. Il s'agit de Monsieur Jean-Christophe Gaillet, qui est président de la troisième section de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, en sachant que la troisième chambre est spécialisée en propriété intellectuelle. Alors, Monsieur Gaillet, je vous laisse la parole sur le sujet, la thématique générale, si vous avez des compléments à ajouter à ce que Monsieur Chapuis vient de dire, donc concernant les formes sous lesquelles l'office amiable du juge se développe en France, aujourd'hui donc aujourd'hui. Mais en tout cas, vous avez proposé de vous exprimer sur la thématique spécifique suivante. Le renforcement du rôle du juge dans la recherche d'une solution amiable est-il compatible avec la numérisation de la justice? Voilà, je vous cède la parole. Déjà, merci pour votre intervention. Bonjour, chers collègues. Merci à vous pour cette invitation. C'est toujours un honneur de participer au GEM et vous m'entendez bien là, hein? Parlez plus fort. Si vous pouviez Alors, parler je vais peut-être un petit peu augmenter plus le fort. son. Voilà, je vais augmenter le son du micro. Voilà, c'est mieux. Voilà. Merci. Et rapprocher le micro. Donc, merci de me donner la parole. Alors, effectivement, hein, mon excellent collègue Malik Chapuis a bien décrit le paysage de la médiation et le rôle du juge dans la médiation et la conciliation en France. Deux petites incises ou deux petits ajouts. Le premier, c'est que le rôle conciliateur du juge, Malik Chapuis l'a dit, mais je vais le préciser, date de 1804 avec la publication du premier code de procédure civile. Bien sûr, ce code s'appuyait sur des pratiques antérieures, Excusez-moi, en monsieur. particulier. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Gaillet. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort? D'accord, alors je vais Oui, comme ça, encore c'est parfait. C'est parfait. rapprocher le micro. Merci. Voilà, c'est mieux comme ça? Oui, oui, c'est parfait. Merci Bon, beaucoup. pardon. C'est le fait de ne pas avoir de casque. Donc je disais que en France, le rôle conciliateur du juge a été inscrit dans le premier code de procédure civile, donc alors qui date de 1810, hein, mais le code civil y fait référence. Et donc ce rôle conciliateur du juge était jusque après la Deuxième Guerre mondiale principalement l'apanage de ce qu'on appelait les juges de paix, que l'on retrouve et que l'on a retrouvé un peu partout en Europe du fait des conquêtes napoléoniennes et en particulier en Italie et en Belgique. Et le deuxième point, c'est la toute fin. Donc après, effectivement, les grandes lois qui ont développé la médiation et la conciliation en France, 1978 la conciliation, 1995 la médiation, ensuite les injonctions. J'ajouterais simplement que un décret de juillet 2023 a créé en France des audiences de règlement amiable. C'est une sorte d'institutionnalisation du juge de l'amiable dans les procédures civiles. Et ce décret a été mis en œuvre au mois de novembre 2023 et un certain nombre de magistrats se sont donc formés spécifiquement aux audiences de règlement amiable, à l'instar de nos collègues canadiens. Malik Chapuis rappelait que ces exemples, enfin cette audience de règlement amiable avait pour origine les conférences de règlement amiable du système québécois. Et donc,
ces audiences de règlement amiable ont commencé à se diffuser partout en France et elles ont lieu en particulier à la troisième chambre en matière de propriété intellectuelle et ça donne plutôt des résultats encourageants. Ensuite, donc voilà, pour le paysage et la manière de développer, quelles sont les formes du développement de l'office amiable du juge aujourd'hui en France. Alors, s'agissant du renforcement du rôle du juge dans la recherche, dans la recherche d'une solution amiable et sa compatibilité avec la numérisation de la justice. Donc, notre excellente collègue, Madame Bütikofer, rappelait que ce renforcement du rôle du juge date de plusieurs années et on l'a vu en France avec ce paysage de renforcement, surtout depuis une trentaine d'années, des lois et des décrets en vue d'investir le juge de ce rôle, d'amener les parties vers une solution amiable. Et depuis ces dernières années, donc depuis 2023, une incitation à voir le juge s'engager lui-même dans une forme de conciliation qui est l'audience de règlement amiable. Alors, l'objectif affiché désormais, puisqu'il était caché auparavant, est bien de désengorger les tribunaux. Et les chiffres cités par Malik Chapuis sont assez éloquents, hein, puisqu'on part quand même de très très loin en France, avec un nombre assez infinitésimal de procédures judiciaires qui se soldent par des accords, et ce chiffre en augmentation depuis la promotion d'un rôle actif du juge dans l'orientation des dossiers vers une solution amiable. Alors, sans que, évidemment, et ça a été rappelé, ce rôle du juge soit de contraindre les parties, évidemment, à un accord, surtout dans certaines situations comme les violences, soit au contraire, les en dissuader. Alors, s'agissant de la numérisation de la justice, en France, il faut savoir que cette numérisation est en cours à marche forcée depuis une dizaine d'années et que depuis maintenant 5 ans, on le sait assez peu, les justiciables peuvent saisir la justice par voie électronique et pas seulement au travers des avocats. Les avocats saisissent, eux, la justice principalement par voie électronique depuis 2012, hein, donc ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que la communication électronique entre les tribunaux et les avocats a été instituée, a été formalisée et mise en œuvre. Et depuis 2 à 3 ans, une voie a été ouverte pour les justiciables pour saisir directement la justice via un site internet donc qui s'appelle justice.fr et qui permet non seulement d'introduire des actions, mais aussi de suivre les actions introduites, de suivre leur parcours procédural éventuellement. Ce n'est pas encore le cas d'avoir des audiences dématérialisées. Alors, cette numérisation maintenant, depuis la sortie de ChatGPT, c'est qu'allons-nous faire de l'intelligence artificielle? Alors, Madame Bütikofer disait effectivement à juste raison qu'elle ne doit pas déposséder le juge de son office, qui est l'analyse du dossier, et elle ne doit pas déposséder la procédure de son humanité dans la relation en particulier entre le juge et le justiciable. Ce sont à la fois les points de compatibilité entre justice et numérique, et aussi ce que j'ai appelé les points de tension, que Mme Bütikofer appelait les limites de cet exercice. Alors, pour, comment dire, défricher un petit peu du point de vue français, je me suis soumis à un petit exercice de recherche via
plusieurs intelligences artificielles librement à disposition sur Internet. Alors, en termes d'accès à la justice, on trouve un certain nombre d'offres et en interrogeant 3 intelligences artificielles différentes, on obtient 3 réponses différentes à la question quelles sont les 5 meilleures intelligences artificielles pour résoudre des litiges en ligne. Et ce qui est frappant, c'est qu'aucune de ces intelligences artificielles ne se cite elle-même. Donc, ça vous donne un paysage morcelé, une profusion d'offres, sans qu'il y ait vraiment de réponse commune. Donc, ce que j'en tire, c'est que si aujourd'hui, le justiciable peut avoir un accès assez facile à l'information juridique grâce à différents outils, et en particulier grâce à des intelligences artificielles, le paysage est aujourd'hui très morcelé, ce qui fait qu'il est difficile pour un consommateur moyen, pour un justiciable moyen, d'avoir accès à des informations fiables. Nous, professionnels que nous sommes, savons que des informations dans ces domaines très spécifiques que sont le droit et la justice, eh bien, sont des solutions payantes, puisque cette connaissance et l'accumulation de la connaissance coûte du temps et donc de l'argent. Le point de compatibilité ensuite entre l'intelligence artificielle, la numérisation de la justice et l'amélioration que peut rendre, ou plutôt les services que peuvent rendre ces services numériques à la justice et aux juges, c'est que, eh bien, et c'est en cours de développement en France, le juge peut s'appuyer sur ces outils pour rendre des décisions, et Madame Butikofer le disait, par exemple, pour sélectionner parmi les dossiers ceux qui répondent aux critères d'élection à un règlement amiable. Alors, la difficulté, effectivement, c'est pour le juge de se dessaisir de son office, et ça, effectivement, il n'en est pas question. En revanche, on pourrait très bien imaginer qu'un outil fasse une analyse à partir, par exemple, des conclusions ou des assignations qui sont transmises par voie numérique, que l'outil fasse une analyse de la présentation des demandes, des litiges, et propose au juge ceux qu'il considère comme étant éligibles à un règlement amiable. Alors la difficulté, c'est que si le filtre n'est pas efficace, le juge va pouvoir ne pas voir certains dossiers qui ne répondent pas à ces critères selon l'outil. En revanche, parmi ceux que l'outil va identifier comme éligibles, il y a là un gain de temps. Je mets une grande réserve sur l'utilisation actuelle des intelligences artificielles, puisque nous n'avons pas en France actuellement d'outils qui nous permettent de travailler dans le respect de nos obligations déontologiques, c'est-à-dire le secret professionnel et l'obligation de conserver de manière absolue le secret du délibéré. Ces obligations-là nous interdisent de demander à des intelligences artificielles, par exemple, de synthétiser des conclusions ou préparer des décisions. En revanche, ces outils sont en cours de création, ou en tout cas des réflexions sont menées, et j'en veux pour preuve un excellent rapport de la Cour de cassation de l'été dernier sur le sujet qui est accessible en ligne. J'en donnerai éventuellement la référence. Alors, autre avantage, et là je me tourne vraiment du côté de la médiation, ce sont les plateformes de médiation en ligne. Et là aussi, je me suis livré au petit jeu de l'interrogation des intelligences artificielles sur les meilleures plateformes de médiation en ligne. Et la réponse a été la même que pour les plateformes d'utilisation de la justice en ligne ou
l'information juridique en ligne. Pour la médiation en ligne, 3 IA interrogées, 3 réponses différentes et assez peu de plateformes communes au sein des 3 réponses. Donc là aussi, énormément de plateformes proposent des assistants informatiques automatisés, donc des robots, pour faire de la médiation en ligne. Alors, j'ai quelques noms que vous connaissez certainement, hein, Justicity, Modria, Email Médiation, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Spellbook, c'est donc en français, livre de sorts, donc une référence évidemment à Harry Potter, est une plateforme d'intelligence artificielle qui se présente comme ayant la spécificité de rapprocher les parties pour leur faire conclure un contrat avec un certain nombre des dizaines de milliers de clauses pré-rédigées ou en tout cas à disposition et permettant d'être adaptées. Mais ce qui est intéressant, et vous remarquerez que la conférence, enfin en tout cas les échanges que nous avons aujourd'hui sont enregistrés et on ne doute pas que la plateforme américaine sur laquelle nous sommes enregistrés utilisera ce que nous disons pour améliorer sa propre connaissance. Certaines des plateformes proposent, avec l'enregistrement des échanges de médiation, qui posent certaines difficultés évidemment de confidentialité, mais certaines plateformes proposent, avec l'enregistrement des échanges, de faire une analyse de l'échange, un peu comme un méta-médiateur. Et les meilleurs médiateurs d'entre nous le font un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on écoute et qu'on distribue la parole et qu'on pose des questions, on entend aussi et on se focalise sur le métalangage et ce que veut dire celui qui le dit. Alors, maintenant, les risques et défis, et là je m'inscris complètement dans la ligne de ce que Madame Bütikofer a dit. Le problème principal avec l'utilisation du numérique, c'est la déshumanisation, c'est l'éloignement du justiciable de son juge, ce contre quoi il faut s'inscrire en faux. Il faut savoir utiliser ces outils, mais en aucun cas chercher à éloigner le justiciable. Et pour le dire très rapidement, et pour avoir fait un petit peu de médiation, ou en tout cas d'audience de règlement amiable, je considère qu'il est quand même très préférable d'avoir les justiciables en présence pour parvenir à mener convenablement une médiation. L'autre grand défi, évidemment, c'est les inégalités, en particulier l'inégalité d'accès à ces outils et la difficulté pour les plus pauvres d'y avoir accès et d'en avoir la connaissance. Et puis, évidemment, le rôle du juge qui ne peut pas devenir un simple validateur de procédures automatisées. Le juge doit conserver son office plein et entier de compréhension, de connaissance, de compréhension du dossier et d'audition au-delà de la simple écoute, de l'entente, de la réception de ce que lui dit le justiciable. Alors, ces grandes difficultés sont pour moi aujourd'hui effectives, mais en même temps, je crois qu'on n'échappera pas à la numérisation, on n'échappera pas à l'entrée de l'intelligence artificielle dans nos procédures et en particulier parce que les avocats vont les utiliser de plus en plus. Et il me semble que plutôt que de lutter contre ces outils, il faut au contraire se les approprier et peut-être chercher à promouvoir des outils souverains, c'est-à-dire ceux dont les données sont hébergées dans notre pays ou à tout le moins en Europe, et éviter que toutes nos données et que toute cette connaissance associée à ces données soient aux États-Unis ou, pire, je crois, en Chine. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, chers collègues. À présent, j'ai le grand plaisir de donner la parole à Madame Marielle Schumacher, collègue et amie très chère.
juge au tribunal de l'entreprise de Liège, président de la Chambre de règlement amiable et, last but not least, comme on dit en bon français, coprésidente francophone de GEM Belgium. Chers collègues, chère Marielle, tu as la parole. Merci beaucoup, Avi, et merci, Madame Bortier, pour cette invitation. Je commencerai donc sur la question générale qui concerne le rôle conciliatoire et le rôle plus général du juge belge dans la politique de l'amiable. Eh bien, en Belgique, le rôle est triple. Principalement depuis une loi de 2018, nous avons d'abord un rôle d'information. Le juge belge, dans les procédures entre guillemets civiles, commerciales, droit du travail, a l'obligation d'informer les parties et d'abord de les interroger sur ce qu'elles ont fait pour essayer de trouver une solution amiable à leur litige avant d'introduire la procédure. Et le juge va les informer sur la médiation, la conciliation et également le droit collaboratif qui est rentré dans le code judiciaire belge en 2018. Pour ceux qui ne l'auraient pas dans leur pays, le droit collaboratif est un système de négociation entre avocats dans lequel ils s'engagent à faire une négociation raisonnée qui tienne compte des intérêts de l'autre partie. Cette négociation se fait à quatre avec les deux parties, les deux avocats, tous deux formés en droit collaboratif. Alors le deuxième rôle du juge, c'est un rôle de prescripteur de recours aux modes amiables, que ce soit la médiation, la conciliation ou le droit collaboratif. Le juge peut envoyer des parties soit en médiation, c'est-à-dire près d'un médiateur qui n'est pas un juge, soit vers un juge conciliateur, vers l'audience de règlement amiable. La seule limite, c'est qu'il ne peut pas le faire dans l'hypothèse où les deux parties disent clairement qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, sur le plan juridique en Belgique, il suffit qu'une des deux parties dise ben, j'en sais rien, je m'en réfère à votre appréciation pour que le juge puisse l'imposer. Évidemment, imposer d'aller en médiation, en conciliation, on le sait tous, c'est imposer d'assister à une première séance qui est plutôt positionner le cadre et essayer de recueillir la confiance des parties. On ne peut pas imposer aux gens tout un processus de médiation s'ils ne sont pas d'accord. Donc ça, c'est le deuxième rôle du juge, prescripteur de mode amiable. Et puis son troisième rôle, c'est un rôle d'acteur, le rôle de conciliateur qui a été renforcé depuis 2023. Et dans notre droit judiciaire belge, nous avons deux types de conciliation. La conciliation qu'on va qualifier entre guillemets de droit commun, qui est une conciliation qui va se faire à l'audience publique, pour laquelle il n'y a pas de confidentialité, pour lequel on ne va pas faire d'aparté, qui est un office conciliatoire qui existe de manière théorique sans être marqué dans le code judiciaire finalement depuis le début de notre code judiciaire qui date de 1967, mais qui n'était pas très utilisé, sauf quand la procédure prévoyait que cette conciliation était obligatoire. Et puis depuis une loi de 2023, nous avons une conciliation prévue en chambre de règlement amiable, l'équivalent de l'ARA française, dans lequel les principes de confidentialité ont été inscrits dans le code judiciaire. On fait des apartés avec l'accord des parties et évidemment le juge qui a pris le dossier, enfin je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, mais en tout cas en Belgique, le juge qui a concilié les parties en chambre du conseil sous le sceau de la confidentialité devra se déporter dans l'hypothèse où un accord amiable n'a pas été trouvé. Au niveau des matières, ces chambres de règlement amiable qui existent en fait dans toutes les cours d'appel et dans tous les tribunaux, que ce soit le tribunal de l'entreprise, ancien tribunal de commerce, tribunal du travail ou tribunal de première instance qui est le tribunal civil général. Ça existe depuis 2018, donc de manière obligatoire partout, mais ça existait déjà en matière familiale depuis 2013. Donc il y a une certaine expérience et donc ça concerne les matières familiales bien sûr, civiles, commerciales, travail. Théoriquement, le droit pénal peut être concerné par cette mesure générale. Concrètement, on a une législation spécifique de médiation, mais pas de conciliation en matière pénale. Et cette législation est appliquée en ce qui concerne les mineurs délinquants, mais visiblement, alors qu'elle s'applique également pour les majeurs délinquants, elle n'est pas appliquée en Belgique ou peut-être de façon extrêmement marginale. Par contre, la médiation pénale, par contre, la conciliation en matière pénale en elle-même n'est pas organisée par le code, mais j'ai entendu que au tribunal de première instance de Bruxelles, il y a maintenant des initiatives qui vont être prises pour faire de la conciliation judiciaire en matière pénale.
Reste le droit administratif. En ce qui concerne le droit administratif, la médiation commence à se développer, notamment au nord du pays où il y a des tribunaux administratifs qui renvoient en médiation. Au niveau procédural, notre Conseil d'État s'est encore un peu coincé, mais on y réfléchit et c'est dans la volonté ministérielle d'élargir la médiation au niveau administratif. Par contre, la conciliation, pour le moment, n'est pas, à ma connaissance, conciliation par le juge n'est pas encore prévu, quel que soit le niveau de pouvoir face auquel on se trouve. Ou si on... Alors, il y a évidemment ce qui est marginal et qui vient devant les tribunaux de première instance et qui concerne le droit fiscal, puisque le droit fiscal est de la compétence chez nous du tribunal de première instance. Là, de la conciliation est possible et elle est effectuée dans certains tribunaux. Et par contre, et également, ben, quand on a des histoires de marché public, etc., tout ne va pas au Conseil d'État et donc certaines parties de recours qui viennent devant les tribunaux de première instance peuvent concerner des administrations et la conciliation dans ce cadre-là est possible, mais c'est marginal. Alors, on m'avait demandé d'intervenir sur trois petites questions. La première question, c'était savoir si finalement l'objectif était plus d'humanité ou plus d'efficacité dans le développement de l'amiable. Bah, à mon sens, ce sont les deux. Évidemment, le fondamental, c'est remettre de l'humain au sein des procédures judiciaires. Les justiciables en ont besoin et tous ceux qui pratiquent la conciliation ou la médiation se rendent compte, mais c'est vrai que c'est particulièrement vrai avec la conciliation judiciaire par les magistrats, c'est que les justiciables, ils ont besoin d'être écoutés et entendus. Et le fait d'être assis autour de la table avec un magistrat qui a étudié votre dossier avant, qui sait de quoi on parle, qui vous écoute, qui résume votre point de vue, qui, etc., les justiciables parfois n'en reviennent pas. Il est clair qu'à la sortie d'une audience de règlement amiable, même s'ils doivent lâcher plus que ce qu'ils avaient pensé au départ, ou même s'il n'y a pas d'accord, on sent qu'il y a vraiment une satisfaction sur le plan humain. Les gens se sentent enfin entendus. Et ça, c'est quand même dans l'évolution de toutes nos procédures juridictionnelles en Europe et sans doute partout dans le monde, une déshumanisation qui est compliquée à vivre pour les justiciables, que ce soit au niveau des délais, que ce soit au niveau de finalement ce langage qu'ils ne comprennent pas. Or, ici, on fait exactement l'inverse. Donc, pour moi, énormément d'humanisation et c'est vraiment pour moi l'objectif principal. En ce qui concerne l'efficacité, bah, pour moi, on y est aussi. Alors, évidemment, c'est important que ce soit efficace, mais j'ai envie de dire que c'est le bonus, que ce soit plus rapide, que ce soit moins chronophage, que qu'on ait des meilleures solutions, etc. Mais je pense que l'aspect humain est vraiment quelque chose d'important. Je fais une toute petite digression par rapport à l'aspect numérique. On n'a pas vraiment au sein des tribunaux de logiciels adaptés. Donc, vous aurez vu dans le chat Olivier Moreno, qui est juge chez nous, membre de GEM également, et qui fait de la conciliation judiciaire au tribunal du travail de Bruxelles, qu'il s'en sert avec l'accord des parties. On est obligé de fort contractualiser et on peut s'en servir pour faire des recherches avant, pour être plus créatif. Moi, personnellement, je m'en sers aussi. Je dois dire que je n'ai pas forcément pris la précaution de demander l'accord des justiciables, mais quand je vois la remarque d'Olivier dans le chat, je pense que c'est une bonne idée pour ne pas avoir de surprise. Mais bon, si on anonymise tout, voilà. Alors, deuxième question sur laquelle j'avais proposé d'intervenir, c'est est-ce que concilier contribue au bonheur, au bien-être du juge? Et là, j'ai envie de dire que ça dépend. Si on a un juge qui n'a pas très envie de faire ça, qui n'a pas la fibre et qui patauge entre guillemets, bah, honnêtement, je pense que pour lui c'est tout à fait négatif. Je pense que tous les juges n'ont pas cette vocation. Je pense que tous les juges n'ont pas envie, que certains juges ont vraiment envie de rester dans la posture du juge qui décide et c'est très bien parce que l'essentiel de la justice reste quand même à ce stade géré de cette façon-là. Par contre, pour les juges qui sont épris de paix sociale avant le juridique et qui sont épris d'humanité, ben, c'est clair que rien n'est plus valorisant pour le juge que d'arriver à mettre les gens autour de la table, de rétablir une communication et de se dire que même si éventuellement on n'a pas trouvé d'accord, en tout cas les parties se sont reparlées et se sont refait un minimum confiance. Souvent, même quand on n'a pas d'accord, le litige va évoluer d'une façon différente. Certaines choses auront pu être mises à plat. Donc, je pense que pour le juge, franchement, le merci des justiciables à la sortie de l'audience est quelque chose c'est une énergie très positive. Donc, pour moi, pour les juges qui aiment faire ça, c'est vraiment une source de bien-être.
Vous voyez que je suis convaincue avec un grand sourire. Dernière question, si j'ai encore le temps, mais je pense que oui. Est-ce que ça contribue à renforcer la confiance dans la justice? Ben, je pense qu'on est toujours un peu dans le même, le même jus que ce que je viens d'exprimer, c'est que l'amiable, évidemment, réconcilie les justiciables avec la justice et ça renforce la confiance des citoyens, des justiciables, parce que les gens se sentent entendus. Les gens se sentent compris. Et ça, et les gens ressortent parfois avec une solution à laquelle ils n'auraient pas pensé avant et ils se disent, là, moi je suis venu et je repars plus riche que je ne suis parti, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan de la solution qui a réellement été trouvée. Euh, et ça, je pense réellement que cette nature a renforcé la confiance dans la justice et dans les institutions judiciaires. On entend parfois des retours, des gens qui sont venus dans les chambres de règlement amiable et qui en parlent comme si c'était le nirvana, que ce soit, et même dans les conciliations simples chez le juge de paix. On entend au café du coin ou on entend dans les milieux d'affaires quand on est dans ces milieux-là les gens qui disent un tel est allé en chambre de règlement amiable et il a trouvé ça formidable. Il a trouvé ça formidable. Et donc, je pense réellement que de savoir que les juges sont là au service pour trouver la meilleure solution et pour rétablir une forme de communication, oui, c'est une source d'augmentation de la confiance dans le système judiciaire. Euh, voilà, je pense que vraiment le fait aussi d'être inclus dans la recherche de la solution et de comprendre ce qui bloque chez l'autre ou de pouvoir comprendre ce qui est un peu inaudible, inacceptable dans sa propre position, ça aide aussi à accepter les solutions et à reprendre confiance. Voilà ce que j'avais à dire. C'est vrai que comme il y a déjà beaucoup de choses qui avaient été dites et des références légales, etc., je me suis plus penchée sur l'aspect humain. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Schumacher. Voilà, nous arrivons déjà à notre dernière intervention. Elle sera faite par Monsieur Daniel Stoll, qui nous vient également de Suisse. Il est président du tribunal d'arrondissement de la Côte, qui relève de l'ordre judiciaire vaudois, et il est président de GEM Suisse. Il a proposé de s'exprimer sur les deux questions suivantes. L'implication du juge dans la recherche de solutions amiables contribue-t-elle à son bien-être? Et seconde question, le développement de la justice amiable peut-il renforcer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire et dans l'état de droit? Voilà. Monsieur Stoll, à vous la parole. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, c'est parfait. Alors, je reprends après les propos de Madame Schumacher pour répondre, tout comme elle, pour ce qui est de l'implication du juge dans la recherche des solutions amiables. Ça Excusez-moi, dépend. Monsieur Stoll. Est-ce que vous Oui, pourriez peut-être vous rapprocher un tout petit peu du micro, d'accord, comme ça, ce sera vraiment parfait. Et peut-être parler un tout petit peu plus fort. d'accord. Merci. Là, c'est bon? Oui, Oui. d'accord. Alors, donc, pour moi, la réponse, personnellement, elle est affirmative. Tout d'abord, du point de vue professionnel, si le juge parvient à transiger, c'est un dossier de moins qui n'est pas prêt de revenir par la fenêtre. Ça, c'est le bien-être professionnel. Et puis, les parties manifestent leur soulagement d'en avoir terminé, remercient le juge de ses bons offices et ces moments peuvent être très forts. Et ça, c'est le bien-être émotionnel dont a parlé également tout à l'heure Madame Schumacher. Moi, j'avais juste envie, au fond, d'illustrer cela par des exemples vécus. Le premier exemple, c'était une action en fixation de contribution d'entretien qu'une fille majeure a ouverte contre son père. Après son divorce, et dès que sa fille est devenue majeure, le père a cessé de payer sa pension alimentaire alors que sa fille suivait encore des études. La fille a déposé une action en fixation de la contribution contre son père. En audience, lorsqu'il est demandé au père pourquoi il n'a plus payé la pension dès que sa fille est devenue majeure, alors qu'elle est encore aux études, il répond en premier lieu qu'il en a le droit dès lors que sa fille refuse tout contact avec lui et qu'elle a pris fait et cause pour sa mère dans leur divorce très conflictuel, ce qui l'attriste fortement. Eh bien, en ne restant pas focalisé sur l'argument juridique qu'il servait, c'est-à-dire la rupture de contact avec la fille, mais en orientant les questions sur son sentiment ressenti, la tristesse, eh bien, j'ai pu amener naturellement le père à exprimer ses besoins et ses intérêts. Ce qui le rendait triste, c'est qu'il n'avait plus aucun contact avec sa fille.
depuis longtemps. Il est quittancé évidemment à chaque étape de ses réflexions et émotions. Quant à la fille, elle commence par indiquer avoir ouvert action contre son père parce qu'elle a besoin de la pension pour financer ses études. C'est à la fois sa position et son intérêt, mais est-ce que c'est vraiment son intérêt? Si les revenus de la mère suffisent à financer ses études, l'intérêt de réclamer de l'argent à son père devient moins évident. Cela pourrait-il alors être pour soutenir sa mère dans le conflit des époux, comme le pense le père? Avant que ça se développe dans ce sens et que le père monte en puissance, il a demandé à la fille, au fond, comment elle a vécu le divorce et quel était son ressenti en devant ouvrir action en justice. Elle a expliqué qu'elle s'était sentie abandonnée dès le moment où elle n'avait plus vu son père et que le non-paiement de la pension était vécu comme un deuxième abandon. Elle souhaitait pouvoir retrouver un contact avec son père. Le père s'est alors adressé au tribunal en disant qu'il n'avait jamais voulu abandonner sa fille et qu'il l'aimait. À ce moment-là, il lui a été proposé de se retourner vers sa fille et de lui l'exprimer directement. Le père s'est retourné vers sa fille et lui a dit, je t'aime, ma fille. Et la fille a répondu, moi aussi, je t'aime, papa. Grand silence dans la salle. Ma greffière se cache derrière son écran avec les larmes aux yeux. On a assisté à une réconciliation en direct à l'audience et une reprise de contact entre un père et une fille qui ne s'étaient plus parlé depuis plusieurs années. Et ça, et un aide du juge, eh bien, je trouve que c'est effectivement fort. Autant vous dire que la question de la contribution d'entretien n'est plus vraiment une question, elle a pu se régler rapidement grâce effectivement à l'utilisation de ces outils. J'ai un deuxième exemple à citer, c'était une sœur, la sœur aînée, qui cherchait la réconciliation avec son frère. La sœur aînée avait quitté la maison familiale, rompu tout contact avec ses parents et son frère depuis 20 ans. Le frère s'est marié, a eu des enfants, a hérité du domaine des parents, mais la sœur n'a rien reçu en héritage. Une année après le décès des parents, la sœur a repris contact avec son frère par des courriers sur fond de succession mentionnant l'absence de sa part d'héritage et comprenant des propos inquiétants pouvant être interprétés par le frère comme des menaces, notamment à l'encontre des enfants. Le frère a ouvert action en protection de la personnalité et pris des conclusions en interdiction de contact et de périmètre à l'encontre de sa sœur. Il était assisté d'un conseil, la sœur se présentant seule. L'intérêt prépondérant du frère ressortait de sa procédure, protéger ses enfants. Compte tenu des lettres adressées à son frère, la position de la sœur était d'obtenir la part d'héritage. Lors de l'audience, il était procédé à de l'écoute active, tout en recherchant les besoins et intérêts de chacun. Le frère a pu exprimer le fait qu'au vu des courriers envoyés par sa sœur, il craignait pour ses enfants. Cette crainte a été quittancée, tant par le juge que la sœur elle-même, qui en outre expliqué qu'après une absence de contact pendant 20 ans, elle voulait juste revoir son frère et qu'il n'avait rien à craindre, qu'en aucun cas elle ne s'en prendrait aux enfants. On a également quitté cette souffrance exprimée par rapport à la séparation et le fait qu'après une si longue absence, elle n'osait plus prendre contact avec son frère et qu'il avait fallu le décès des parents pour qu'elle ose le faire. Il s'est avéré assez rapidement que la sœur n'avait pas l'intention de nuire aux enfants, elle n'était même pas intéressée par sa part d'héritage. Et finalement, bon an, mal an, on a pu effectivement trouver un accord. Alors, ça n'a pas été au point que le frère se sente totalement rassuré. Il a fallu effectivement organiser l'interdiction de contact, mais enfin, ça s'est organisé en accord avec les parties et on sait que dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus accepté. Et à nouveau, là, l'issue favorable a été revigorante pour les parties qui ont marqué au juge une grande reconnaissance d'un côté comme de l'autre. On passe dans une situation de conflit successoral et de crainte pour la sécurité des enfants à une totale accalmie. Et outre la reconnaissance exprimée qui fait toujours plaisir, eh bien, le juge s'évite de devoir diriger un procès qui s'annonçait là très conflictuel. Je profite de cette affaire pour passer au deuxième sujet, si j'espère oui, j'ai encore un peu de temps. C'est la question de savoir si le développement de la justice américaine peut renforcer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire et dans l'état de droit. Alors, ma conviction est que oui. En tout cas, chaque fois que les personnes ont l'occasion de vivre cette justice-là. Peut-être
que du point de vue de l'extérieur, les gens qui n'y assistent pas, qui voient ça de l'extérieur, auront peut-être tendance à dire c'est un monde de bisounours et le rôle du juge est de trancher, qu'est-ce qu'on fait avec cette justice? Mais il appartient à nous, finalement aussi, aux avocats, à tout le monde de la justice, d'expliquer les bienfaits aux gens qui ne le connaissent pas. Mais j'ai envie de donner la parole directement au justiciable, parce qu'au fond, moi, j'en sais rien s'il peut y avoir une confiance. Et je vais vous donner lecture précisément d'une lettre, de la lettre que j'ai reçue de la part de la sœur qui voulait se réconcilier avec son frère. J'ai évidemment effacé toute identification possible. J'en ai livré simplement la substantifique moelle et je vous donne lecture de cette lettre. Monsieur le juge, le temps d'une petite promenade au bord du lac, celui de digérer les diverses informations que m'a offertes cette rencontre avec mon frère, et je prends la plume pour vous remercier de l'élégance et de l'excellence avec lesquelles vous exercez votre art, votre bienveillance, votre écoute, votre calme, la pertinence de vos questions et de vos remarques me laisse admirative. Pouvoir m'exprimer sans crainte, être entendu, est effectivement d'un luxe absolu qui fait le plus grand bien. Le temps que vous avez consacré sans précipitation aucune à cette affaire m'est une occasion précieuse que j'accueille dans la reconnaissance de tourner définitivement une page et me permet de tout relativiser. Donc effectivement, en étant à l'écoute, en procédant à l'écoute active, en prenant du temps pour les parties, eh bien, la confiance en la justice est, est là, est restaurée tant est qu'il faut la restaurer. Nul doute que si j'avais pas pris le temps de procéder ainsi, que j'avais interrogé les parties et que j'avais finalement, ne trouvant pas d'accord, rendu une décision qui allait dans le même sens, c'est-à-dire une interdiction de contact, eh bien, cette décision aurait sans doute été moins acceptée par la sœur en question. Si j'ai encore un petit peu de temps, j'ai encore une autre lettre à vous lire que j'ai reçue dans un autre contexte. À l'époque, je n'avais pas encore été formé en médiation, j'étais simplement juge conciliateur et c'était une audience assez technique où il fallait interpréter la jurisprudence et le discours s'est fait surtout entre avocats sans pour autant mettre les parties de côté, mais on est parvenu à concilier cette affaire et j'ai reçu la lettre suivante après cette affaire. Monsieur le juge, par cette lettre, je tenais à vous remercier très sincèrement du temps et de la peine que vous avez pris lors de la séance de conciliation que vous avez présidée dans vos locaux entre mon ex-mari et moi. Vous avez su comprendre et désamorcer mes émotions pour que nous arrivions à une conciliation. Sur le moment, de signer cet accord, je vous l'avoue, m'a arraché le cœur. J'ai ressenti ce jugement comme profondément injuste. Et là, elle met un point d'exclamation. Mais avec le recul, je ne peux que regretter ce premier sentiment et vous être reconnaissante d'avoir su mettre fin à un long et douloureux chapitre de vie. Que d'énergie perdue et négative tout au long de ces années. Comme il est bon de se sentir allégé de ce fardeau et de pouvoir enfin passer à des choses plus constructives. Quel sentiment de liberté retrouvé. Aussi un tout grand merci, monsieur le juge, pour tout ce que vous avez fait. Ce fut réconfortant pour moi de rencontrer une personne consciencieuse, humaine et psychologue dans une administration publique. Voilà, ça c'est deux avis de personnes qui ont vécu une audience de mesures d'urgence, mais où les outils de la médiation ont été utilisés, et une autre personne qui a bénéficié effectivement d'une audience de conciliation à l'époque où je n'étais pas spécialement formé à la médiation. Et voilà, je crois que le temps qui m'était imparti est terminé et je m'en arrêterai là. Merci, Monsieur Stoll, pour ces témoignages très encourageants et très positifs. Voilà, nous avons, en tout cas, je veux vraiment remercier tous les intervenants pour leur partage d'expérience. Nous avons euh, beaucoup appris de leurs expériences et je voudrais ouvrir donc maintenant le débat
aux questions ou aux échanges avec les participants. Nous avons actuellement 39 participants et je voudrais d'ailleurs les remercier vivement. Nous avons eu jusqu'à un moment donné 43 participants. C'était vraiment, on peut considérer ça vraiment comme un succès. Et d'ailleurs, nous n'avons pas que des francophones et je voudrais vraiment remercier. Nous avons bien sûr une majorité de francophones, dont 22 Français, 12 Belges, mais nous avons également et quelques Suisses, je ne connais pas le nombre exact, et un participant luxembourgeois, mais nous avons également des participants non francophones, et notamment 4 participants venant de Grèce, 2 de Bulgarie, de Roumanie, et du Royaume-Uni. Vraiment, merci à tous. Voilà, alors nous avons un certain nombre de questions qui ont déjà été partagées dans le chat et qui ont reçu des réponses. Est-ce que vous souhaitez revenir, ou en tout cas ceux qui ont posé les questions ou ceux qui ont déjà donné des informations par rapport à ces questions qui se trouvent dans le chat, est-ce que vous souhaitez les développer davantage, ou alors si certains d'entre vous ont des questions qu'ils souhaitent poser oralement, c'est le moment de le faire. Voilà, nous ouvrons la séance. Euh, voilà, celui qui veut s'exprimer peut bien sûr prendre la parole ou lever sa main. Voilà, la, la séance de questions-réponses est ouverte.